le bout du monde. Il était effectivement un village placé tout à fait au bout d'un bateau, à l'extrémité d'une grande étendue qui devait avoir à peu près 30 kilomètres de long, couverte de forêts et de prés. Et la coue se serrait au bord d'un précipice. Précipice dans lequel descendait quand même une route très dangereuse, mais il y avait quand même une sortie. Il y avait une arrivée par le haut et une sortie par l'extrémité du village. La route plongeait en dessous de l'église et s'enfonçait dans le ravin pour atteindre, après une descente extrêmement rapide et même dangereuse, pour atteindre le fond de la vallée qu'on appelait la vallée de Chalais, où se trouvait un petit village aussi, du nom de Chalais, et où coulait un torrent, enfin, qui devenait une petite rivière en bas dans la vallée, l'Albarine, un affluent de là. Lacou, village du bout du monde. Et quand nous avions quitté Corcelles, les gens de Corcelles nous avaient dit « Ah, vous allez au bout du monde avec une certaine moue, nous plaignant d'avoir fait un choix pareil. Aujourd'hui, quand je vois Lacou, ce n'est pas le bout du monde. Il y avait le fracas dans Lacou, mais ce qui dominait Lacou, et c'est ce que j'ai senti profondément le jour où nous venions de prendre la décision de le quitter. C'était à la fin de l'année 1972. Je venais d'avoir avec Cécile une courageuse conversation. Nous venions de nous rendre à l'évidence que ce que l'on nous disait, enfin ce qu'on lui disait particulièrement, c'est-à-dire que elle supporterait de moins en moins l'altitude et que à nous acharner à rester là, elle encourait des risques pour sa santé et que la solution serait de quitter ce lieu-là et d'aller dans une altitude et dans des atmosphères plus douces, plus calmes, moins rigoureuses, moins froides l'hiver et moins pluvieuses l'été. Et nous le savions, nous le savions parce que Cécile était journellement mal et que lorsque nous descendions justement dans la vallée, il y avait effectivement de façon très rapide peut-être pas une amélioration, mais il y avait chez elle un petit mieux-être qui ne nous trompait pas, qui donnait raison à ceux qui nous avaient dit de prendre cette décision. Et nous venions donc, en ayant parlé, de nous convaincre mutuellement qu'il allait falloir quitter Lacou. Et quitter Lacou voulait dire quitter la maison, donc vendre la maison, ce qui ne s'avérait pas facile, parce que c'était une maison qui avait été faite presque entièrement par moi, sauf le toit, enfin refaite, et que ce que j'avais mis dedans, il n'était pas du tout certain que ça conviendrait à un acheteur possible. En plus, tout le monde peut-être reculerait devant ce que nous avions mis près de 15 ans à admettre, c'est-à-dire que la rigueur du
du climat ne pouvait être accepté que par quelqu'un du lieu même, de la région, en tout cas du plateau. Donc premier problème. Et puis la difficulté que nous allions quand même avoir à trouver autre chose. La soudure à faire, il fallait vendre pour acheter. On ne pouvait pas acheter sans avoir vendu. Et qu'il y avait là un énorme problème. Mais l'autre problème, non moins énorme, c'est que Cécile était extrêmement attachée à la coupe. Moi, je croyais être plus axé sur ce que j'y avais fait, c'est-à-dire que ce que j'avais fait dans le grenier, je pourrais le faire dans un autre grenier. Mais en parlant avec Cécile, j'avais senti, puisque c'était la première fois que nous l'abordions tous les deux, vraiment de front, parce qu'il fallait qu'on dise, nous prenons la décision à partir de maintenant et on met ça en route. On met ça en route, ça voulait dire que non pas Cécile allait avec moi chercher quelque chose d'autre ailleurs et plus bas, c'est-à-dire descendre et remonter tous les matins et tous les soirs, parce qu'à ce petit jeu-là, elle ne tiendrait pas longtemps, mais que je partirais un jour, 2 jours, 3 jours, je chercherais, je trouverais peut-être, et puis ensuite, nous mettrions en vente et on essaierait de joindre un peu les difficultés pour pouvoir les aplanir après. Mais j'avais senti donc ce jour-là, je crois, que c'était après le repas de midi. Nous prenions notre repas dans la cuisine et ensuite nous montions dans mon atelier. J'avais là un petit réchaud, je préparais 2 tasses de café. Elle s'allongeait sur le divan qui était là et moi je m'allongeais à côté d'elle ou je me mettais à une chaise près de ma table, je fumais une cigarette, je buvais mon café. Et là, nous en avons parlé. La question, peut-être la première question que Cécile me posa, ce fut « Est-ce que tu crois que ça se passera bien pour toi ?» Sans réfléchir, j'ai dit « Mais enfin, pour moi, il n'y a pas de question comme ça. Je ne sens aucun problème. Je sens le problème ailleurs. » Et je voyais ça, pratique de son côté à elle. Si on descend, elle ira bien. Si on reste, ça se passera mal. Donc, il y avait quelque chose de rassurant dans la décision. Et c'est là que je lui ai dit, mais ce que j'ai fait ici, je le ferai ailleurs. Moi, je traîne avec moi. Partout où j'irai, je me traînerai. Et là où je serai, le dessin reviendra. Et en disant cette phrase-là, j'ai senti, comme on sent la colère monter en soi, on sent que quelque chose n'est pas bien en soi, qui n'est pas de la colère, qui est que la certitude du langage n'est pas la certitude du dedans. J'ai senti, en l'ayant prononcé, que ça n'allait peut-être pas être aussi facile. Mais j'allais dresser un plan, tout de suite je prenais du papier et puis je commençais à tracer dans des colonnes des lieux, des régions. On avait des cartes, on avait étalé ça sur une table et puis on commençait à pointer. Et donc j'organisais. Et dans l'après-midi, Cécile allait se reposer. En fait, ne faisait plus que de se reposer à ce moment-là. En fin d'après-midi, nous étions, je crois que nous étions au mois d'octobre ou au mois de novembre. Elle me dit, tu crois que dans un an, nous serons encore ici? Et je lui ai dit, je ne souhaite pas que dans un an, nous soyons encore ici. Et je l'ai vu fermer les yeux, chercher son souffle et me dire, tu voulais sortir, sors.
Oh, j'ai dit non, je reste encore un petit moment, et puis je vais y aller. Je regarde encore la carte. Alors j'ai regardé la carte, mais je ne pouvais plus rien noter. Les noms des petits villages ne m'intéressaient plus. Je griffonnais, mais je sentais. Je ne sentais pas une tempête, mais je sentais quelque chose. Et il était tard, la nuit tombait quand je suis sorti. J'ai pris la petite route qui aboutissait à notre maison, parce que notre maison était sur un petit sentier qui menait dans les champs. Et j'ai monté cette petite pente. Je suis arrivé sur la place de la mairie, et de l'école. Il y avait là la maison du mutilé, en face la maison de Dupont. Si j'allais à droite, j'irais dans la direction du monument. Je croiserais peut-être alors Griot ou Maclay, ou peut-être que si j'allais à gauche, ça serait Dupont que je verrais. Ça serait, si j'allais plus loin, je passerais devant le bistrot, j'irais vers la fromagerie, et puis j'aboutirais à l'église. Et puis de là, bon, bah, je n'allais pas me mettre à descendre dans le ravin, je n'allais pas aller dans la direction de Chalais. Il était tard, il commençait à faire froid. J'ai pris à gauche dans la direction de l'église. J'ai dépassé les maisons de Dupont en me tassant un peu, espérant qu'il ne m'arrêterait pas, mais c'était l'heure sans doute où il était en train de traire ses vaches, pas de Dupont. J'ai dépassé l'abreuvoir, j'ai tourné à gauche, j'ai laissé la maison de Fernande, qui était en train de traire son unique vache. Je suis passé devant le bistrot. Le Georges était là, c'était un vieil homme, le patron du bistrot, qui m'a vaguement salué. J'étais gêné. Je lui ai répondu, mais j'étais gêné. Je suis allé en direction de la fromagerie, je continuais à avancer. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai à être gêné? Enfin, bon, je suis gêné parce que la décision vient d'être prise, d'accord, mais je n'ai pas à être gêné en croisant quelqu'un. J'ai dépassé la fromagerie, la fromagère était là, elle lavait les bidons. On s'est dit bonsoir. Ma gêne a augmenté. J'ai continué à avancer, je suis arrivé à la hauteur du tabac. Il n'y avait personne. Bon, j'étais très, très soulagé. Un tout petit peu après, il y avait la maison de Jean-Marie. Jean-Marie était là. Jean-Marie sortait son fumier. C'était un vieil homme. Il y avait sa brouette chargée de fumier. Il a laissé passer les bêtes que sa fille faisait aller d'une étable à l'autre. Mais il avait posé sa brouette. Alors, en fait, il n'avait pas besoin de s'arrêter et de laisser sa brouette là, en plein milieu du chemin, avec les vaches qui passaient, qui risquaient de se foutre dedans. Alors je l'ai aussi salué. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ça va, oui. Alors on se promène. Bah, non, je fais un tout petit tour, quoi, avant la soupe. Oui. Et ça va chez vous? Oui, ma femme est un petit peu fatiguée, mais ça va. J'ai ressenti à nouveau ma gêne. Et comme elle n'avait pas cessé de se multiplier depuis que j'avais commencé ma petite promenade, là, elle était pas loin d'être à son comble. Alors je l'ai laissé un peu en plan, alors que je sentais nettement qu'il avait envie il avait envie de parler. Et je me suis demandé en le quittant, en lui disant bonsoir, et il m'a dit d'ailleurs à tout à l'heure. Tout à l'heure, ça voulait dire que quand je reviendrai, il serait peut-être encore en train de sortir de son fumier. Mais je me suis dit, ce type-là veut me parler. Et puis les autres qui ne sont pas sortis, c'est parce qu'ils veulent me parler, mais on se connaît trop et ils n'ont peut-être pas osé. Mais alors, qu'est-ce qu'ils auraient caché? Est-ce que, est-ce qu'ils auraient senti quelque chose? Est-ce qu'ils auraient remarqué que Cécile avait l'air fatiguée depuis quelques mois? Est-ce qu'ils se sont dit, ils ont un problème, ils resteront pas? J'avais un véritable boulet dans la poitrine et je me suis là découvert un habitant du village. J'avais peut-être mis 13 ans pour me découvrir habitant du village. Ça ne m'était jamais
Ça ne m'était jamais venu, ça. À Cécile, oui, elle disait « je suis de la cour maintenant ». Alors que moi, non, ça ne m'avait pas effleuré. J'avais d'assez bons rapports depuis quelque temps avec certains, aucun avec d'autres. Comme toujours, 2 ou 3 têtes de l'art qui avaient fait de moi un ennemi, sans qu'il y ait aucune raison d'ailleurs. Puis j'ai passé la maison de Paul Billon. Paul était un vieux célibataire. Il était derrière sa fenêtre. Alors comme je n'étais pas sûr qu'il ne m'ait pas vu, j'ai lancé un peu la main. Et j'ai vu qu'il me renvoyait de la main mon bonsoir. Bon, c'était tout ça, effectivement, moi qui brodais. Personne n'était branché sur les soi-disant problèmes que pouvaient avoir les gens de la maison d'en dessous de l'école, mais j'ai continué, j'ai dépassé la maison de l'ancien douanier, j'ai dépassé la maison de Vuchet, le menuisier, et puis encore un petit peu plus loin Dupont, un autre Dupont. Et comme ça, je me suis retrouvé devant l'église. Et là, j'ai vu que Lacou n'était pas le bout du monde. J'ai vu que Lacou était un village noir. Juste au pied de l'église, il y avait le cimetière. C'est pas le cimetière qui faisait que c'était noir. Au contraire, peut-être. J'ai longé le mur du cimetière. C'était la route qui commençait à descendre. Et puis, arrivé à l'extrémité du mur du cimetière, je me suis arrêté. J'ai regardé devant moi, enfin le peu que je pouvais voir, parce que la nuit était là. Il y avait, tout cet éboulis de rochers, ces montagnes enchevêtrées les unes les autres, une toute petite lumière blafarde, le soleil qui était couché depuis très longtemps, mais la lumière qui déclinait, qui était vraiment à son extrémité. C'était très gris, très, très, très foncé, et je me suis retourné et j'ai vu le village. J'ai vu le village, l'église et puis toutes les maisons, puisqu'il n'y avait qu'une rue qui traversait le village. J'ai vu toutes les maisons, j'ai vu la mienne là-bas au fond, un morceau de la mienne. Il y avait quelques lumières qui brillaient ici et là. Lacou était un village noir. Et cette constatation-là, enfin, ce que je venais de découvrir, ce n'est pas le bout du monde, mais c'est un village noir, m'a envahi. Je ne me suis pas dit, mais c'est donc bien de quitter un village noir, ou c'est très bien de quitter un village du bout du monde, ou j'ai senti que le départ, quand il aurait lieu, ne serait pas un départ comme je l'avais cru, c'est-à-dire simple. Cécile n'est plus bien du tout ici. Le problème risque de devenir extrêmement grave. Donc c'est bien, et puisque c'est bien, tout ira bien. Et non, ça n'était pas ça. Je continuais à avoir dans une poche « il faut partir ». Pour Cécile, c'est bien. J'y ajoutais pour moi, ça sera sans doute bien aussi. Mais dans l'autre poche, je ne trouvais rien d'autre que du silence. Que du silence qui était sans doute du silence tout noir. Et je suis remonté tout doucement. Je n'avais pas vu le temps passer aussi vite. Et sans doute que pour traverser le village d'un pas tout à fait normal, 20 minutes étaient suffisantes, et peut-être même moins. Mais là, est-ce que j'avais traîné à ce point les pieds? Il me semblait que la nuit était arrivée depuis longtemps. On sentait le bois, le bois dans la fumée. Le temps était bas, sans doute. Les portes des étables étaient encore entr'ouvertes. On allait les fermer sans doute vers 9 ou 10 heures. Les tas de fumier fumaient.
Ça sentait extrêmement fort. Il n'y avait pas de volets aux fenêtres, ou très peu. Peu de maisons avaient des volets. La mienne en avait. Je pouvais voir la lumière et les ombres. Les chiens avaient été rentrés, donc plus rien n'aboyait, plus rien ne mugissait. Enfin, tout baignait dans du noir. Je me suis approché de la maison du menuisier, Vuchère. Il y avait plusieurs Vuchère, mais enfin, lui n'avait pas de bête. Sa femme était tout le temps dans sa cuisine, elle ne sortait pas. Et il était, lui, dans son petit atelier qui donnait sur la route, en train je crois, de râper une pièce de bois. Et il avait son éternelle veste de travail, veste bleue, ravaudée, qui ne tenait que par le ravaudage. Il n'y avait plus un morceau de tissu d'origine à sa veste. Et quand il venait chez nous pour faire quelquefois une réparation, sa veste puait la mort. Il ne devait jamais la laver et il ne la retirait jamais, ni été ni hiver, au point qu'une fois avec Cécile, on s'était demandé s'il ne dormait pas avec sa veste. Et il était là, son béret très enfoncé. C'était un type maigre, petit de taille, au nez osseux, un peu crochu, très beau visage, travaillé, buriné, toujours mal rasé, des yeux que je connaissais, là je ne les voyais pas aussi nettement, mais des yeux toujours grands et mordus par une rougeur qui le démangeait aux paupières. Et il avait tout le temps des larmes dans les yeux et les joues, les pommettes étaient brillantes de ces larmes-là. Il s'essuyait de temps en temps d'un revers de la main et il se foutait des copeaux sur la figure. Et là, il avait une grande goutte, une grande morve qui coulait de l'extrémité de son nez. Et il râpait, il râpait, il râpait, il râpait. Il dévissait sa pièce, il la revissait autrement, il râpait, râpait, passait ses doigts pour sentir si ça descendait bien comme il fallait, prenait son mètre, marquait quelque chose, continuait à râper, le dos tout à fait bossu, les mains accrochées à sa lime râpeuse. Son béret était gris, n'était plus noir. C'était la même chose. Son béret n'était comme un tas de cambouis, mais c'était de la sueur, c'était pas de la graisse. Il suait beaucoup, il perdait beaucoup d'eau, cet homme. Et au risque de me faire remarquer, je m'étais approché. Et je me suis approché si près que j'étais carrément contre sa vitre. Vitre qui était, bon, évidemment sale, c'était la vitre d'un atelier, mais on voyait très 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 bien chez lui. Et je suis resté certainement là aussi très longtemps. Et ça tournait en moi, le noir, le départ, Cécile rouge par moments dans la journée, au point que je me demandais si elle n'allait pas avoir un petit accident. Cette difficulté à retrouver son souffle, le besoin de s'allonger très vite, de mettre les pieds en l'air sur une chaise, le tremblement que je voyais sur ses mains, au bout de ses doigts qui devenaient très pâles, les ongles devenaient blancs, on voyait la lunelle, comme argentée. Et je regardais Vuchère qui continuait, lui, à râper son bois, et si rien ne l'arrêtait, il allait transformer son bout de bois en sciure. Qu'est-ce qu'il avait à râper comme ça, ce pauvre type? Ah, j'aurais aimé qu'il se retourne, qu'il m'aperçoive et qu'il me fasse rentrer dans son atelier et qu'il me dise « Vous avez bien fait de venir » parce que je râpais. Je ne sais pas quand je me serais arrêté. Et au moment où je me disais, je souhaiterais qu'il relève la tête et qu'il me
qui me disent de rentrer. Il a relevé la tête, il m'a vu, mais il s'attendait si peu à moi. Il a relevé la tête. Comme ça, je ne crois pas qu'il avait senti quelqu'un. Il a fait un saut, il a lâché sa râpe qui est tombée par terre et qu'à travers les vitres, j'ai entendu. Et vraiment, une seconde, je me suis dit, s'il l'a cassé, ça, il m'en voudra. Parce qu'Avuchère était plutôt radin. Et puis, la surprise passée, il m'a fait un signe de la main, et puis un autre signe qui a été ma rentrée. Et je suis rentré chez lui, dans sa pièce. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Vous m'observiez? Je lui dis, parce qu'Avuchère avait un excellent langage. Un langage extrêmement recherché. Et il était venu me montrer quelquefois des lettres qu'il voulait envoyer au maire, à l'adjoint, au député. Il avait toujours des problèmes. Il trouvait que sa retraite n'était pas suffisante. Enfin bon, il y avait toujours avec lui quelque chose qui n'allait pas. Et il avait des mains très fines, très belles. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, je lui dis, je suis allé faire un petit tour avant de passer à table, quoi. Ah bah ça va être la soupe. Oui, ça va être la soupe. Ça va? Oui, ça va. Et je me demandais qu'est-ce que j'allais lui dire quand d'un doigt, je lui indiquais la pièce, là. Et puis je réussis quand même à lui demander, mais alors qu'est-ce que vous fabriquez, là? Bon, il me dit, ça fait un moment que ce morceau de bois-là, je voulais le travailler, puis je pourrais le passer à la scie, ça irait plus vite. Mais, vous savez, la scie, oh, vous allez trouver, enfin je suis vieux, hein, mais on peut se comprendre quand même tous les deux. Si je passe la scie, je trouve que ça va trop vite. C'est bête, hein. Ma femme me dit, t'es complètement bête, c'est comme ça que t'as pas gagné d'argent, tu fais toujours tout avec tes mains, etc. Mais ce morceau-là, je pouvais vraiment pas le passer à la scie. Ah oui, puis qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Oh, c'est un pied pour une table qu'on m'avait commandée il y a des années, que j'avais mis de côté. J'ai toujours promis d'aller le poser. Vous pensez, comme la bonne femme, elle attend son pied. Il y a longtemps qu'elle a foutu la table en l'air puis qu'elle s'est acheté une table en formica. Mais j'y avais promis, et puis, entre nous, alors il me regarde et puis il me fait un clin d'œil qui lui chiffonne complètement le visage. Et à ce moment-là, il y a d'énormes larmes qui sortent, comme s'il avait pressé ses glandes en se ratatinant. Ah, il renifle et puis il me dit, dans le fond, moi c'était le pied que j'avais envie de faire, vous savez. J'ai le plan, j'avais fait le plan, j'avais pris les dimensions, j'ai fait le plan, puis il trouve enfin une feuille de papier. Il me montre ça. Et le fait est qu'il y avait là un pied dessiné avec toutes les côtes dessus. Et ce pied, en haut, là où il rentrait, sous le tablier de la table, il était carré. Et puis 20 centimètres après, il commençait à y avoir des arrondis, des torsades, et puis un pied très joli en bas, légèrement tordu. Je lui dis, mais alors ça, vous allez le travailler à la gouge? Ah, je vais le faire entièrement à la gouge. Je le dégrossis à la râpe, je le trace, et puis je vais me mettre mon épure par terre. Oh, je vais passer tout mon mois de novembre là-dessus, quoi. Et puis après, vous irez le porter à la bonne femme. Oh, pensez donc. Puis elle est peut-être même plus vivante. C'était une conscrite, mais moi, je suis pas jeune, vous savez, je fais les 80 maintenant. Hein. Puis elle avait des fléppites, je sais pas, et toujours des grosses jambes. Elle, ça lui coulait aux chevilles comme moi, ça me coule aux yeux. Alors, non, mais j'aurais fait le pied. C'était un pied en noyer. Alors ça, c'est vraiment dans une vieille bille de noyer, vous savez. Et vous, ça va là-bas? Oui, ça va, ça va. Et il m'a regardé. On est resté sans se parler. Peut-être que ça a été très court. Mais moi, ça m'a paru trop long. J'ai été sur le point de lui dire, on va foutre le camp. Heureusement, on a entendu la voix de sa femme qui a crié « Tu viens, c'est servi ». Alors il m'a dit « Ah, c'est servi, ça, c'est sacré, monsieur. Et puis vous aussi, chez vous, on doit vous attendre. Hein. Allez, eh ben, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur Vichère. »
Et puis je l'ai laissé, il a tiré la porte, j'ai vu qu'il coupait la lumière. Et puis je l'ai entendu monter, il avait des sabots. Je suis repassé devant chez Paul, Paul était encore derrière sa fenêtre. Donc il m'attendait. Et il m'attendait, puis il pouvait quand même me voir, parce que ses yeux, ses yeux ne tenaient plus compte de la lumière de l'ampoule qui était dans sa petite cuisine. Ses yeux ne regardaient que le noir pour voir passer l'homme. Ouais, Monsieur 2, parce qu'on disait Monsieur 2. Alors j'ai vu qu'il était à la fenêtre, alors j'ai fait un petit signe encore. Il a renvoyé un petit signe. J'ai pensé à lui pendant que je m'approchais de la maison du douanier et puis que j'allais retrouver la maison de Jean-Marie. J'ai pensé à Paul. Paul, on m'avait dit ce qu'il avait traversé. Et j'ai dit c'était un vieux célibat, ça. Très bonne gueule. Des grosses moustaches noires qui tombaient. Il avait toujours une casquette. Sa casquette était jamais bien droite. Elle était la visière un petit peu sur l'oreille. Et il avait une manière, quand il la soulevait pour arranger le peu de cheveux qu'il y avait en dessous, qui était bien à lui. Il avait un coup de pouce en même temps. Il tenait la casquette entre ses doigts sans se servir du pouce. Et avec le pouce, il rabattait un peu les cheveux sur le côté. Et puis il la revissait bien tordue. Et Paul, il avait frôlé une véritable saloperie que dans un village, on ne devrait pas avoir, on ne devrait pas connaître. Paul, au moment de la libération, alors que tout le coin était en effervescence, avant que le village soit, disons, libéré, enfin il n'avait pas été libéré, le village, il n'avait jamais été occupé, mais il y avait de l'allemand dans le coin, il avait été vendu alors que ce type-là n'avait rien fait. Il avait été vendu par le mutilé, qui était pétiniste, mais qui était un méchant bonhomme avec Paul, et qui apparemment ne prêtait pas de mine. C'était un fou du travail, mais un obsédé de sa jambe de bois, mais jamais je n'aurais prêté ça au mutilé. Des types de la milice étaient venus au village, avaient réuni les gens dans la mairie, les gens du conseil. Quelques-uns étaient venus, mais enfin d'autres n'étaient pas venus. Et ils avaient posé des questions, bien sûr, toujours les mêmes, quoi. Qui est-ce qui dans le village est... alors voilà, quoi. Et salaud pour eux. Et le mutilé pour des raisons que j'ignore et que peut-être même lui ignorait. Comme personne ne parlait, c'est lui qui a dit, il y a Paul qui en fait partie. Je le soupçonne d'avoir nettement menti en ayant été victime de sa langue, parce qu'il était bavard. Qu'il ait été pétiniste ne devait pas le conduire à faire une saloperie pareille. Parce qu'il n'avait pas devant lui que des pétinistes, il avait vraiment l'ordure devant lui. Et il a dit Paul Billon. Et le type aussitôt a dit Paul Billon, qu'on le fasse venir. Et on est allé, paraît-il, chercher Paul Billon, qu'on a amené sur la place du village. Et Paul Billon qui devait se demander qu'est-ce qui lui arrivait, vraisemblablement avec sa bâche, sur le côté, en plein été. Il s'est retrouvé avec une bande de lascars, tous plus pourris les uns que les autres. Les membres du conseil, enfin le peu, qui y avait là, qui était sans doute sur le pas de la porte de la mairie. Les autres qui regardaient autour de la place derrière les fenêtres. Et il y a un type qui a dit « Alors vous faites partie des autres ?» Et Paul qui comprenait plus tout ce que ça voulait dire. Il a dit non. Il a pris une baffe. Sa bâche est tombée. Et il ne l'a pas remise sur sa tête. Et quand moi on m'avait raconté cette histoire, c'est pas Paul qui l'avait raconté. Quand on m'avait raconté ça, j'avais compris que Paul n'avait pas mis sa casquette, pas du tout parce qu'il
il était devenu tout à coup révérencieux ou je ne sais trop quoi. Mais la peur avait brusquement envahi complètement le corps de Paul qui, paraît-il, ne s'est jamais redressé. Moi, je n'ai connu Paul que tordu. On disait qu'il avait des rhumatismes. Il avait beaucoup de rhumatisme. Il était tordu par l'arthrose. Il était comme un de ces arbustes qui s'accrochaient partout dans la montagne au bord des trous. Mais il n'était pas aussi tordu que certains arbustes. Il était un peu tordu pour pouvoir pousser droit. Et là, Paul est resté, paraît-il, la casquette à la main, mais comme si la casquette pesait 1 tonne au bout de son bras, avec la gueule un petit peu sur le côté. Il n'a rien dit. Le type lui a allongé encore une baffe. Ça l'a encore tordu. Et c'est à ce moment-là que celui qui m'avait raconté l'histoire, c'était Maclay, qui faisait partie du conseil. Il est venu vers le milicien. Il lui a dit, mais c'est pas vrai. C'est un célibataire. Il s'occupe de sa mère. Il s'occupe pas de cette histoire-là. Il est pour rien là-dedans. Il faut lui foutre la paix. Et Maclay, il avait joué gros. Parce que le type risquait de se retourner vers lui et de lui dire, bah, s'il a rien fait, c'est que toi t'as fait et tu me suis. Et je crois que là, il aurait pris un beau gibier parce que Maclay, il était effectivement de l'autre côté. Et la parole de Maclay, la tournure que venaient de prendre ces choses-là, et personne n'avait dans le conseil, il dit, non, c'est vrai, Maclay a raison, il n'a rien à se reprocher. Personne n'a rien dit. Paul a seulement demandé à ce moment-là à Jean, je peux rentrer chez moi? Et Jean lui a dit, oui, oui. Et c'est à ce moment-là que Paul aurait remis sa casquette. Alors, moi, j'ai continué à traverser le village. Je suis arrivé devant la maison de Jean-Marie. Et Jean-Marie était là avec une autre brouette de fumier. Alors, comme j'avais mis pas loin d'1 heure pour remonter, j'étais resté un bon moment avec Vuchère, un bon moment au bout du village à regarder ce noir-là. Jamais Jean-Marie mettait 1 heure pour sortir le fumier de 4 ou 5 vaches. En l'espace d'1 quart d'heure, 20 minutes, 1/2 heure, admettons qu'elle s'est chiée encore beaucoup plus que d'habitude. Jamais 1 heure. Donc Jean-Marie m'attendait. Alors quand je suis arrivé à sa hauteur, eh bien, je suis venu vers lui, je lui ai tendu la main. Vous êtes descendu dans la vallée? Il m'a dit. Je dis non, je suis allé faire un petit tour, me détendre, j'ai travaillé toute la journée. Et maintenant je rentre tout doucement. Et vous n'êtes pas baladé avec votre brouette pendant tout ce temps-là? Non, je vous dirai franchement, monsieur Deux. J'ai sorti tout à l'heure la brouette quand vous passiez. J'en avais encore une, c'est celle-là. Mais je peux vous le dire? Oui, bien sûr. Ça m'a pas semblé normal que vous fassiez une promenade à cette heure-là. Bon, il n'y avait pas la dame avec vous. Mais enfin, c'est pas 1 heure où on va se promener avec une dame ou sans dame. Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Je suis curieux, mais c'est pas mon naturel. Je suis pourtant pas curieux, monsieur Deux. Ça va chez vous? Ah, ça faisait quand même 2 fois qu'on me demandait ça. Oui, ça va. Vous savez, quand arrive l'hiver, on sent la neige, ça fatigue un peu. Ma femme est un peu fatiguée, c'est vrai, mais enfin, c'est pas nouveau, on le sait. Vous savez qu'elle est un petit peu fragile, enfin, je vous l'apprends pas. Oui, mais vous, j'espère que vous n'avez pas pris froid, hein, parce que à cette saison, on se promène pas, monsieur Deux. Écoutez, vous êtes gentil, mais voyez-vous, je rentre. Eh bien, bonne soirée, et puis bonne soupe. Oui, vous aussi, bonne soupe, monsieur Jean-Marie. Bonne soupe. Et puis il a repris sa brouette qui ne fumait plus. Ça faisait un moment qu'il était là. Et puis j'ai entendu sa roue qui couinait. On entendait de très loin. Quand le vent venait du sud et que Jean-Marie sortait son fumier, pendant 13 ans, on entendait gni, 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 comme un canard qu'on étrangle là. C'était Jean-Marie qui sortait ses brouettes. Ouais.
ça m'a accompagné jusqu'à ce que j'arrive à la fromagerie. Puis là, il y avait un petit passage où on quittait les bruits et on pouvait les retrouver quand on était à la maison. Dans le coude de la fromagerie, j'ai retrouvé 2 ou 3 types qui venaient couler le lait. C'est vrai que c'était donc tard. J'ai dépassé à nouveau la maison de Fernande. Il y avait la lumière dans sa cuisine, j'ai jeté aussi un petit œil, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder, mais je savais comment c'était chez elle, je connaissais son horloge, j'y avais déjà demandé plusieurs fois, j'aimerais bien moi cette horloge-là, si un jour vous devez la bazarder, pensez à moi. Hein. Et puis Fernande, elle était à sa table, elle bafferait sa soupe, elle avait qu'une vache, alors elle mangeait avant tout le monde, c'est ce qu'elle disait, moi j'ai de la chance, j'ai qu'une vache, alors je mange, je suis la première. Elle mangeait sa soupe, elle avait ses cheveux tout débaignés. C'était une vieille fille, elle aussi, toute seule dans sa baraque. Elle avait son poste qui marchait. Elle n'écoutait jamais rien. Elle recevait le journal, elle arrachait pas la bande. Elle avait les piles qui s'entassaient le long des murs où il y avait du salpêtre et tout ça, ça pourrissait. Et un jour, je lui avais dit, mais ça, vous pourriez les brûler. Oh, je peux pas, je les ai jamais lus. Elle avait des années et des années de... Je crois que c'était le Progrès ou le Dauphiné, là. Et puis je suis repassé sur la place. La maison de Dupont, il avait des volets, lui. Il était barricadé, parce que Dupont, il se barricadait. Mais je voyais bien la lumière à travers les fentes des volets. J'ai tourné un petit peu à droite, j'avais l'école devant moi, j'avais sur la gauche la maison du mutilé. J'entendais la télé chez le mutilé qui braillait. En faisant pas de bruit, le mutilé pouvait ne pas me voir. Dans la direction de l'école, j'ai jeté un petit œil comme ça, parce que depuis 2 ans, l'école, elle était à... Enfin, elle n'était pas à nous, mais l'école était un petit groupe qu'on avait formé. Et je me disais aussi, ça, on va le laisser. Là où depuis 2 ans, on essaye de faire quelque chose, on va... Oh, c'est pas ça, ça sera pas le problème, parce que ça n'avait pas déplu à Cécile, ça ne m'avait pas déplu non plus. Mais ça me prenait tellement de temps pour essayer de préparer des choses tous les étés, à faire venir des gens, et à leur montrer quelquefois des choses dont ils se foutaient totalement, quelquefois pas. Quelquefois ça a bien marché. Je me disais, il y aura aussi ça à liquider, mais c'est plus simple. J'ai eu le tort de traîner un petit peu trop devant l'école, et juste ce qu'il fallait pour que ça émette des ondes dans le poste du mutilé, qui lui est sorti comme un diable, et puis qui boitait, puis qui est venu à sa barrière, là, en ferraille, parce que lui, il voulait pas du bois, il était forgeron, alors il n'était pas comme du cher. Puis il m'a dit, alors vous êtes allé à la fromagerie? Je dis, non, non, je suis allé faire un petit tour, à cette heure-là. Il faut faire attention, monsieur Degier, oui, ça fait déjà 2 fois qu'on me le dit, vous êtes gentil. Non, je rentre, je fais un petit tour, je me suis détendu, et puis on va aller manger la soupe, puis vous aussi, vous allez manger votre soupe, et puis vous allez regarder la télé, et puis moi, je vais aller travailler. Et puis après, on va aller se coucher. Et puis après... Alors lui, il me dit, puis on va dormir. Et ben je dis, puis on va dormir. Et puis je dis, avant de dormir, entre coucher et dormir, on va se déshabiller. Ah, il dit, moi, c'est plus vite fait que vous, parce que j'ai qu'une jambe. Je dis, bah d'accord. Et ben c'est bien de le prendre comme ça de temps en temps. Eh bien, écoutez, monsieur... Il s'appelait Billon. Jean-Pierre Billon. Eh bien, monsieur Billon, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et puis je lui ai dit de tout cœur, monsieur Billon. Et je lui ai tendu la main, et jusqu'ici, je lui tendais la main. Mais je crois que je ne lui avais jamais tendu d'une façon aussi désarmée. C'était une main molle que je voulais ferme, mais en supposant qu'on parte dans les délais que je croyais, et que, par hasard, on ne soit pas trop loin d'ici et qu'on revienne un jour, si on voulait revenir un jour, dire bonjour ici ou là, à Vuchère s'il est encore vivant. Oui, ou à Jean-Marie, qui sortirait son fumier. Peut-être que je lui serrerais plus la main à ce vieux con de mutilé. Mais lui me le lâchait pas, la main. Continuait à marmonner avec son dentier qu'il gênait de temps en temps pour parler. Et enfin, j'ai fini par m'arracher et je suis descendu tout doucement vers notre maison. Là où
Cécile s'était refaite une santé, où j'avais traversé avec elle du mou et du dur, où d'une seule pièce aménagée, j'en avais fait 6. Où un jour j'avais eu la joie de découvrir dans le grenier un atelier que Cécile avait fait, arrangé justement par Vuchère pendant une absence. Où j'avais commencé à vraiment dessiner, à faire du dessin ce que maintenant je savais. Où Cécile avait tissé, où elle avait recommencé à graver. C'était là, dans une de ces pièces, que Cécile avait une fois ressorti une plaque de cuivre, recommencé à graver. Ou, comme elle disait, je crois que je vais oser faire un premier cuivre depuis des années. Où elle avait tellement peur de ressortir ses outils. Et après quelques essais, elle avait enfin mis en chantier son cuivre.